France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum pour ce mardi 18 décembre, la question du jour, femme voilée poignardée à Montauban. Le suspect doit-il être qualifié de terroriste selon vous? Vous répondez et vous êtes très nombreux d'ailleurs depuis ce matin sur Facebook France Maghreb 2, oui ou non, ainsi que sur Twitter, le grand forum FM2. Les étudiants maghrébins et africains subsahariens ne pourront plus à l'avenir poursuivre leurs études universitaires en France et se découvrir des vocations dans ce pays à la suite d'une décision très souveraine du gouvernement français tendant à majorer spectaculairement les frais d'inscription dans les universités dites publiques. Gilets jaunes, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, appelle à la fin des blocages afin de laisser place à la discussion. Nous y reviendrons et en parlerons avec vous bien sûr dans cette émission. Sans oublier et en fin d'émission, le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas louper à la radio ainsi qu'à la télé, en compagnie aujourd'hui de Nasser Lajili et de Hanan Zawani. Jusque 18h, ravi de vous retrouver, bien entendu, amis auditrices, auditeurs, pour nous accompagner aujourd'hui. Il est avec nous, Nasser Lajili. Bonjour Nasser. Salut Christophe. Comment ça va? Ça va très bien, merci Christophe. Alors Nasser Lajili, qui devait être aussi accompagné d'Hanan Zawani, qui a été retardée, on ne sait pas trop où elle est, donc on l'attend. Elle peut débarquer à n'importe quel moment dans cette émission, voilà. C'est ce qu'on appelle le direct. C'est ce qu'on appelle le direct, effectivement. Alors chers amis auditeurs, 3 sujets en discussion tout à l'heure, en deuxième partie. On parlera de Castaner qui durcit le ton, le ministre de l'Intérieur, qui en appelle à la fin des blocages des ronds-points. D'ailleurs, quelques-uns des ronds-points ont été évacués pas plus tard que ce matin. Et place à la discussion, selon lui. On en reparlera évidemment tout à l'heure. On parlera aussi des violences policières, parce qu'il y en a eu beaucoup de ces violences policières au cours de ces différentes manifestations. Ces policiers d'ailleurs qui ont été visiblement récompensés, puisque le gouvernement a annoncé 300 € de prime pour les forces de l'ordre qui ont été mobilisées durant les différentes manifestations. 300 €. C'est le Baba Noël qui continue, quoi. Il a été très rapide là, par contre. Pour le coup, ouais. Pour le coup, il est très rapide. J'aurais aimé qu'il fasse de même pour les citoyens, pour le peuple qui réclament leurs droits, tout simplement. Alors c'est en cours, nous dit-on. Oui. On parlera des étudiants étrangers, parce que c'est un scandale qui est un peu passé inaperçu auprès du grand public, et il faut qu'on en parle, parce que ces étudiants étrangers qui vont se voir augmenter leurs frais d'inscription dans les universités françaises multipliés par 16. Ce qui est impressionnant, c'est multiplié par 16. Donc, est-ce que finalement la France ne veut plus d'étudiants étrangers, ou veut faire sa sélection avec seulement réservé à une classe riche venue donc des pays notamment du Maghreb, mais aussi d'ailleurs, bien entendu. On sait qu'il y a beaucoup d'étudiants qui viennent faire des études ici en France, qui viennent de Tunisie, d'Algérie, du Maroc. Ça deviendra inaccessible pour eux maintenant, parce que des prix grosso modo allant de 200, 250 €, passant à pratiquement 3000 €. Voilà, vous faites le calcul. C'est hallucinant, effectivement. Mais pour l'heure, le sujet à la une, qui fait office d'ailleurs de question du jour aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé le 5 décembre. On est du côté de Montauban. C'est près de Toulouse. Une femme qui attend son enfant dans une rue, donc tout à fait normalement, de manière classique. Il est 17h environ, le 5 décembre dernier, lorsque cette femme donc attend sa fille. Un homme arrive près d'elle, muni d'un couteau et d'une bouteille d'alcool, et commence à la poignarder à plusieurs reprises près de la gorge. Avec les cris donc de cette femme, il a tenté de la poignarder une fois à terre, mais il ne l'a pas pu parce que des passants se sont interceptés, ont maîtrisé l'individu, ont appelé la police. Il a été placé en garde à vue. Alors c'est visiblement quelqu'un qui était très alcoolisé. On a frôlé le drame parce que c'est pas passé loin de la carotide, donc elle a été blessée évidemment, mais choquée. Nasser, la question que l'on pose aujourd'hui aux auditeurs, parce qu'il y en a marre finalement de ces termes qui sont employés dans les médias, et trop souvent des termes qui sont appropriés envers une certaine catégorie de population. Du coup, le suspect donc de le suspect qui a donc poignardé cette femme voilée doit-il être qualifié de terroriste? C'est la question que l'on vous pose aujourd'hui, à laquelle vous répondez, et vous avez été nombreux à y participer, et je dois dire que je suis assez surpris parce que le résultat est identique, que ce soit sur Facebook France Maghreb 2 ou sur Twitter le grand forum FM2. 88% de gens pensent que oui, il doit être qualifié de terroriste. Alors je précise que la femme donc a été choquée, évidemment blessée, mais qu'elle va bien aujourd'hui. Je veux dire, voilà, on a frôlé le drame certes, mais c'est une agression barbare, sauvage,
dont aucun média ne s'est emparé, Nasser. Ça pose de multitudes de questions, ce qui s'est passé du côté de Montauban. Du coup, on a décidé d'en parler, d'en mettre le sujet à la une, Nasser. Mais bien sûr, c'est ça le plus dramatique, c'est le silence total des médias qui n'a pas dit un mot sur cette agression. On sait très bien que cette femme aujourd'hui, si elle a été agressée, c'est suite à son voile, donc il a apparemment été ivre. Et donc effectivement, c'est inacceptable de voir que nos médias, que l'État français ne dise pas un mot sur cette agression barbare, comme tu l'as précisé tout à l'heure, Christophe. Donc effectivement, je pense que là, il y a beaucoup à se poser comme question, et le résultat sur les réseaux sociaux ne m'étonne pas. Donc voilà. En tout cas, voilà, ça pose des questions. C'est vrai qu'à chaque fois, quand on emploie le terme terroriste, c'est pour une personne, en l'occurrence, donc qui est musulman, etc. Là, c'est tout de suite un terroriste. Imaginons l'inverse, que ce soit donc un musulman qui agresse, je sais pas, une fille européenne ou caucase, même s'il est alcoolisé, même s'il est comme on dit souvent d'ailleurs, psychiatriquement atteint, on le qualifierait d'un acte terroriste. Voilà, parce que il est de confession musulmane. Alors c'est pour ça que ces termes sont un petit peu ennuyeux lorsqu'on les utilise à mauvais escient. Donc est-ce que pour cette affaire-là, est-ce que vous qualifieriez donc cet individu de terroriste? L'acte en tant que tel, est-ce un acte terroriste? Vous nous appelez pour nous dire 01 40 33 9000. Je suis assez effaré quand même de voir que les médias n'en ont absolument pas parlé. Exactement. Je me questionne aussi. Alors, il faut aussi dire la vérité dans toutes ces affaires. Effectivement, cette affaire est suivie par le CCIF. Ce dernier ne veut pas, à chaque fois, lorsqu'on le sollicite, parler ou évoquer l'affaire, ou même faire parler donc les individus mis en cause. C'est un choix qui se respecte, mais c'est un choix qui va pas dans le sens d'une médiatisation qui pourrait servir justement à alerter l'opinion publique, et puis à essayer de dénoncer ce genre d'affaires. Si effectivement on reste chacun dans son silence et dans son coin, c'est pas comme ça qu'on va se faire qu'on va apprendre ce genre d'infos, et qu'on va surtout le relayer au grand public. Donc voilà, il y a peut-être un autre travail de communication à faire. Je m'adresse directement au CCIF, en toute amitié bien sûr. Et aux représentants soi-disant de la communauté. Donc le CFCM et tous ceux qui représentent l'UEIF et tout. Il n'y a pas eu un mot sur ce. Ah non, par contre, pour aller communiquer, pour aller dans les palais, ça c'est les premiers, mais pour faire des communiqués lorsqu'il concerne un drame, il y a personne. Évidemment, aux abonnés absents. Walid, bonsoir. 01 40 33 9000 pour prendre la parole et pour nous donner la parole. Parole au peuple, Walid. Bonsoir. Bonsoir. Alors, bonsoir. On vous écoute, Walid. Moi, je vais répondre à votre question. Moi, je pense qu'il faudrait pas l'appeler terroriste, mais plutôt un islamophobe. Faut dire ce qu'il est, en fait. Parce que si c'est un musulman qui s'attaque si n'importe qui, en fait, s'attaque à la communauté juive, on va tout de suite dire que c'est un antisémite. Moi, je pense que le mot terroriste, pour moi, il n'a pas lieu d'exister, en fait. C'est plus un mot pour discréditer les révolutionnaires. Parce que pour moi, quand le FLN se révoltait avant, c'était des terroristes. Aujourd'hui, les Palestiniens qui se révoltent, on les appelle des terroristes. Et eux, ils utilisent souvent cette technique d'avoir un couteau parce que voilà, ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas de drone. Donc voilà, ce qu'il faut appeler un chat un chat. Moi, je dis que c'est un islamophobe, et pour une fois, en fait, il faudrait qu'on puisse utiliser ce terme en France. Parce qu'on n'ose jamais se dire, surtout les médias n'aiment pas dire islamophobe. Pour eux, ça n'existe pas, alors que l'antisémitisme, ça existe. Donc il faut appeler ça de l'islamophobie, en fait. C'est quelqu'un qui déteste les musulmans. Ouais. Merci Walid. Il a pas tort. Ouais, non mais après c'est des sémantiques à employer, mais je veux dire voilà, on pose clairement la question parce que ce mot terroriste est employé pas plus tard que la semaine dernière à diverses reprises évidemment. Voilà, qu'est-ce qu'un terroriste? Quelqu'un qui crée la terreur finalement, et donc d'aller auprès de cette femme qui n'a rien demandé à personne, qui attend tranquillement. Alors, je précise pour raconter l'histoire, c'est que cette femme était donc munie d'un téléphone portable à la main, de son sac à main avec toutes ces affaires évidemment que cela comporte. Il n'a absolument pas cherché à s'emparer plutôt d'un quelconque objet lui appartenant. Par contre, son foulard, son hijab a été déchiré. Donc il y avait une volonté visiblement de s'attaquer à cet habit religieux. Voilà. Donc encore une fois, ça peut être qualifié comme une évidemment agression islamophobe, certes, mais est-ce que en tant que tel on peut qualifier cet acte de terroriste de la part de cet individu qui, je le rappelle, a été interpellé, placé en garde à vue. Allô, bonjour. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom, monsieur? C'est Radouane de Rennes. Bonsoir, Radouane de Rennes. Tu nous écoutes à Rennes?
Ah bah ouais, via l'appli. Ah, parfait, bravo Redouane. France Maghreb 2 l'appli, France Maghreb 2, oui, on la télécharge. Bon, les Rennais, ils sont mobilisés là du côté des gilets jaunes là-bas. Hein. Ah bah il faut, hein. Et on a ce qu'il faut, t'inquiète. Alors Redouane, qu'est-ce qui se passe? Ah bah en fait, par rapport à l'attaque qu'il y a eu, Ouais. qui est une attaque un peu quand même. T'en avais entendu parler Redouane ou pas? Avant qu'on en parle. Honnêtement, pas du tout. Ouais. Alors là, pas du tout. Hein. Je vais être honnête, pas du tout. Tu vas un peu sur les réseaux sociaux, tu regardes un peu ce qui se passe ou pas? Bah, vu que je suis tout le temps sur la route parce que je suis routier, j'ai pas trop le temps. Ouais. Et puis, vous savez, c'est ou conduire ou le téléphone portable, pas les deux. Ah oui, non, c'est clair. Le choix est vite fait. Bon alors Redouane, acte terroriste ou pas alors? Bah, écoute, par rapport à cette attaque-là, déjà, c'est une attaque qui est lâche. Rien n'excuse le fait d'être sous l'emprise d'eux. Mais moi, je pense que ça doit être qualifié en tant qu'acte antisémite quand même. Antisémite, c'est-à-dire? Bah, antisémite parce que c'est une personne d'origine arabe et donc les Arabes sont des Sèmes, un peuple Sème, donc c'est un acte antisémite et de plus est islamophobe. Ouais. Donc c'est de plus en plus compliqué pour les musulmans déjà. Oui, et en particulier les musulmanes, faut le dire quand même. C'est elles qui sont les plus visibles, on va dire. Ah oui, et moi, ce que je comprends pas, c'est que je sais pas dans d'autres pays comme aux États-Unis ou autres, une personne qui a un voile ou pas, enfin, elle est considérée en tant que personne. Ici, j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'une personne a un voile, bien qu'elle soit instruite, qu'elle soit intelligente, qu'elle ait elle est tout le temps vue un peu bizarrement. Enfin, c'est mon ressenti, c'est ce que je vois. Parce que de temps en temps, je vois des personnes qui disent qui me donnent leur avis sur les femmes voilées et tout, c'est non, elle est soumise, elle est ci, elle est ça. Ben non, si elle a choisi de mettre le voile, c'est son opinion, puis elle dérange personne comme ça. Si elle est soumise à Dieu, quoi. Après oui, voilà, on peut dire ça comme ça, mais le problème c'est que voilà, il y en a, ils sont braqués dans leur pensée. C'est bon, une femme qui porte le voile, elle est ci, elle est ça, mais je veux dire, chacun fait comme il veut. Du moment qu'il nuit pas à la prohibité d'État puis à l'ordre public, il y a aucun problème. Nasser Redouane, c'est une question à vous poser franchement aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que c'est plus l'habit en tant que tel qui gêne ou c'est ce qu'il y a derrière, c'est l'islam derrière qui gêne? Parce que l'habit en tant que tel dans ce pays, en France, il y a quelques 40, 50, 60 ans, des femmes portaient une espèce de foulard sur la tête, hein. Pour aller à l'église notamment. Les sœurs catholiques. Ouais, non mais moi mon arrière-grand-mère portait le truc qu'elle mettait sur la tête, quoi. Bah oui, mais franchement le problème, je vois pas. C'est quoi? C'est le foulard ou c'est l'islam qui pose problème? Non mais on sait très bien. Il y a un problème. Pardon. Non, vas-y Redouane, je t'écoute, vas-y. Mais moi je pense qu'il y a un problème de pédagogie d'une part et d'autre part les gens qui parlent du voile de façon négative ou d'une religion, n'importe quelle que ce soit, c'est des gens déjà qui sont très limités au niveau éducation, à savoir niveau instruction. C'est plus pas instruits du tout. Redouane, c'est plus profond que ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, déjà, je voudrais répondre à ta définition de l'antisémitisme, ou si c'est un acte antisémite. Malheureusement, la définition en France, elle est pas forcément comme tu la présentes. Donc, tu sais très bien que c'est pas une surprise. Quand on parle d'antisémitisme, on s'attaque tout de suite et on parle tout de suite d'une communauté, et qui est la communauté juive. Même si je suis complètement d'accord avec toi sur la définition, c'est qu'en France, hein. Après, concernant les attaques sur une femme voilée, je pense qu'il y a une réelle manipulation des médias en France sur l'islam, sur les termes qu'on utilise aussi sur les médias, dans les médias. Quand on parle d'islamo fasciste, d'islamo gauchiste et j'en passe. Donc le mot islamo, faut qu'il soit présent pour identifier que la personne qu'on a en face de nous, c'est un musulman. Donc et ça effectivement, je pense que c'est pas une question d'éducation ou autre, c'est de la manipulation que nos médias ont donnée à une population qui ne maîtrise pas forcément l'islam. Donc je pense effectivement que là on a un réel problème
problème. Et il faut qu'on se défende, et il faut qu'on se batte pour que les actes islamophobes, et je pense que le terme islamophobe, il a raison, l'auditeur juste avant Radouane disait que c'est un acte islamophobe et qu'il faut absolument appuyer sur ce point pour que les gens comprennent qu'il y a de l'islamophobie aussi en France et que c'est fréquent, et d'ailleurs c'est l'une des premières victimes qu'on peut trouver en France. Donc les femmes voilées sont les premières victimes des actes lâches qu'on peut trouver dans ce pays. Exactement, ne serait-ce que, par exemple, il y avait une fille qui était présidente d'une université étudiante. Tout à fait. Oui. Tout à fait. En fait, excusez-moi du terme, mais ils en avaient rien à faire de ce qu'elle disait, c'était uniquement son vol. Tout à fait. Vous avez vu son vol, écoutez ce qu'elle dit quand même. Enfin, je veux dire, vous avez une personne en face de vous, douée d'une pensée puis intelligente. Exactement. Écoutez déjà ce qu'elle dit, parce que le problème, c'est que moi, j'ai constaté, malheureusement, qu'il y a beaucoup de monde, la religion, ils savent même pas faire la différence déjà entre une religion, un peuple, une ethnie. Bon, pour eux, tous ces musulmans, c'est pareil, c'est un pays pour eux. Mais je veux dire, déjà, avant de parler de quelque chose, il faut déjà s'y connaître. Merci Redouane en tout cas, et bonne route Redouane. Ça marche. Puis en tout cas, je vous dis, votre radio, moi, je vais toujours faire en sorte d'avoir l'appli. Puis franchement, dès que je vais dans un endroit où il n'y a pas France Maghreb, je suis pas bien. Tu peux rester connecté grâce à l'appli en tout cas Redouane. Merci beaucoup. Merci Redouane. 01 40 33 9000, ce serait bien aussi d'avoir des témoignages parce qu'il y a toutes ces femmes silencieuses qui ne parlent pas, qui ne disent rien. Oui, qui subissent aussi, qu'elles nous racontent ce qu'elles subissent avec le choix qu'elles ont fait, qui est tout à fait respectable, le fait de vouloir porter le hijab, et elles en subissent malheureusement les conséquences. Parfois même, Nasser, parfois même par les siens. Tout à fait. Parfois même par les siens. Bien sûr. Non, mais ce qui est hallucinant, c'est que reproche. On peut constater aujourd'hui, malheureusement, Christophe, que les femmes sont les premières victimes de tout ce qui se passe en France. Donc même les étudiantes en université, on se posait même la question de savoir s'ils pouvaient garder leur voile. Donc où on peut attaquer les musulmans et les femmes en particulier, on se fait plaisir et on lâche pas le morceau. Et donc ça, effectivement, c'est inacceptable. C'est pour ça que je pense moi, j'ai jamais vu une communauté aussi digne et classe. On va dire, je parle de la communauté en général, je ne parle pas des organisations, je parle surtout de la communauté, parce que je trouve qu'elle est restée silencieuse face à des actes inacceptables. Quand je dis silencieuse, il n'y a pas eu d'émeute, il n'y a pas eu de tous ces trucs qu'on souhaiterait, que les médias souhaiteraient avoir en France pour discréditer la communauté musulmane. Et je la trouve très digne et très classe parce que elle est toujours restée droit dans ses bottes et elle a toujours voulu se défendre. Et d'ailleurs, il y a des organisations comme le CCIF ou autres qui se battent pour que cet acte islamophobe ou ces actes islamophobes soient défendus et condamnés et combattus contre les fachos et les racistes qu'on peut avoir en face de nous. Je vous rappelle la question du jour aujourd'hui, agression d'une femme voilée poignardée à Montauban le 5 décembre dernier. Doit-on qualifier l'individu, doit-on qualifier cet acte de terroriste? Vous nous appelez au 01 40 33 9000, vous votez bien sûr sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, le grand forum FM2. Fatima, bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir à votre invité. Bonsoir tout d'abord, moi je dis que celui qui l'a attaqué, si c'est pas un musulman, donc il peut pas être terroriste. Parce que pour les médias, pour les Français, pour ceux qui nous taxent de terroristes, il faut être musulman pour être terroriste. Ceci d'une part. D'autre part, je m'imagine, admettons, je le souhaite pas, je le voudrais pas, loin de moi, que c'est un monsieur avec qui a été poignardé. Alors imaginez le lendemain les médias, les ceci, les cela. Pourquoi? Je dis pas ça parce qu'ils sont pistonnés par les médias ou ceci, non. Parce que ils ont des représentants qui le représentent bien. Dès qu'il y a un problème antisémite, le lendemain, c'est surtout les radios, c'est la LICRA, c'est ceci, c'est cela. Vous, si vous allez à la LICRA, vous dites que je subis un acte islamophobe, ils vous disent de ramener les gens de ceci, ils vous calculent même pas. Donc nous, on n'a pas de représentants. Quand vous parlez de l'OIF ou de ceci ou de cela, ils sont en train de se batailler entre eux, qui c'est qui est président, qui c'est qui est ceci, qui est cela. C'est-à-dire que c'est toujours l'éternel recommencement. C'est pas faux.
Oui, c'est ça, Christophe. Il est triste le constat, mais il est pas faux, hein. Il est loin d'être faux. Non, il est vrai. C'est comme dans nos pays d'origine, ils se battent pour les places, pour les ceci, les cela. Eh ben, ici, exactement la même chose. Regardez, juste pour les trucs de mosquée, là. Alors, il y a un qui dit, moi, je suis mosquée algérienne, moi, mosquée marocaine, ils sont tout le temps en train de se chamailler. Il y a que les Tunisiens qui revendiquent pas les mosquées. À tous ces gens-là. Et donc, parce que l'islam, il n'est pas marocain, il n'est pas algérien, il n'est pas malien. Ouais. L'islam, il est universel pour tout le monde. Tout à fait. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est donner un coup de pied à tous ces gens-là qui sont en train de se sucrer sur le dos des musulmans, et mettant des gens jeunes et qu'ils puissent nous défendre. Ouais. Qu'ils puissent nous défendre. Voilà, bon. Merci, Fatima. La vérité, elle est là. Ouais. C'est-à-dire c'est pas parce que les juifs, ils sont pistonnés, non. Ils ont des représentants qui les représentent bien, qui les protègent. Nous, on n'a personne. On est attaqué de toutes parts, on n'a personne. Donc, merci Fatima, merci beaucoup en tout cas pour ce constat amer, j'ai envie de dire. 01 40 33 9 pile, vous avez la parole évidemment pour répondre à cette question, nous donner votre point de vue, une question un peu de manière posée de manière un peu polémique, mais c'est fait exprès évidemment pour qu'on change un petit peu l'axe, qu'on explore les différents axes de la question en tant que telle. Est-ce que vous pensez que cet acte est un acte terroriste, donc concernant cette femme qui a été poignardée le 5 décembre dernier à Montauban lorsqu'elle attendait son enfant dans la rue aux alentours de 17h. Un homme se promène avec un couteau et avec une bouteille d'alcool à la main, la poignarde du côté de la gorge, à côté de la gorge, et une fois à terre tente de la poignarder de nouveau, et heureusement des individus se sont interceptés, l'ont maîtrisé, la police est arrivée, il a été placé en garde à vue. Après, pour ce qui est du reste, on ne sait pas s'il a été aujourd'hui placé en hôpital psychiatrique, puisqu'on a tendance à les mettre en psychiatrie, hein, souvent. Ouais. Voilà. Ou alors c'est sous l'effet d'alcool, mais bon, même sous l'effet d'alcool, visiblement c'était son voile qui gênait, puisque ce dernier a été déchiré, alors que son téléphone portable n'a pas été volé, et ni aucune de ses affaires qui étaient dans son sac. Allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Abdelkrim du Gard. Bonsoir Abdelkrim du Gard. C'est où dans le Gard? À Nîmes? Je suis à Beaucaire. À Beaucaire? Oui. Beaucaire, c'est où Beaucaire? Attendez. C'est à côté de Tarascon. C'est le pont, vous traversez le pont, vous avez Beaucaire. Ah mais c'est super joli là-bas. Ouais. Ah ouais, c'est sûr. Vous devez vous régaler, hein. Vous avez des bons petits coins de campagne là-bas. Hein. Ah, c'est sûr, oui. Bon, vous nous écoutez comment là-bas, Abdelkrim? Oh oui, moi avant j'étais dans la région parisienne, j'écoutais le Beurre FM. France Maghreb. Après, comme par hasard, je vous ai trouvé ici quand j'étais dans le sud, dans le midi. Ouais. Et j'ai essayé de vous joindre, ça fait il y a 15 jours de ça. Ouais. Pour les gilets jaunes et tout, parce qu'au début vous étiez en train d'hésiter entre on va pas le jeudi, non, on va pas avec les gilets jaunes, et après le lendemain vous allez aux gilets jaunes. Bon bref. Mais maintenant on parle de normalement le mot c'est le mot racisme. Voilà. Pourquoi on fait la différence entre l'antisémite, le musulman, et donc on dit du racisme. Pour moi le terme c'est du racisme. Que ce soit pour les juifs, pour les arabes, pour les noirs, pour tout le monde. Voilà le mot. Pourquoi différencier? Parce qu'il y a ces degrés. C'est comme, vous savez, espèce de hiérarchisation. Il faut pas toucher, comme la loi après Mitterrand. Ouais. Juste Mitterrand, quand il est passé, un an après, ils ont passé la loi d'antisémite, qui était prévue dans tous les commissariats. Il s'était affiché qu'il y avait, vous avez tant une amende plus machin de prison, et après il est sorti le machin d'islam. Donc, pour différencier, pourquoi pas le dire normalement racisme pour tout le monde. Un acte raciste. Que ce soit pour un musulman, un juif, un chrétien, n'importe. Ouais. Merci Abdelkrim, en tout cas du côté de Tarascon, dans le Gard, hein, c'est ça. Merci à vous en tout cas de votre appel. Vous passerez le bonjour à Monsieur Valls, parce que Valls il a parlé. Personne n'a dit. Il nous a dit la religion musulmane était incompatible à la République française. Et là personne n'a réagi. Mais on lui a bien répondu parce que lui il est incompatible à la France puisqu'il est parti à Barcelone. Une fois qu'il est parti en Espagne. Et même là-bas il a pas l'air d'être très compatible, hein, mais bon. Ouais, on le sait. C'est un vendu. Bon, merci Abdelkrim. À bientôt. Ah oui, mais c'est une très belle région, hein, Tarascon. Faut aller là-bas.
c'est je super connais joli. pas. Vous savez qu'il y a des beaux coins en France, Nasser. Oui, mais on connaît pas bien la France. Bah hein, oui. Ah. C'est vrai, c'est une réalité ça. On veut partir au bled, c'est tout. Exactement. Voilà. On a Alors qu'il y a des de beaux partir coins à visiter ici. Allez, on va continuer parce que on voit qu'il y a beaucoup d'appels et surtout vous continuez de voter hein, sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter LGF, le Grand Forum FM2 pardon sur Twitter. Et vous nous appelez au 01 40 33 9000. On aimerait bien avoir des femmes, franchement, qui nous appellent pour qu'elles témoignent de la difficulté qu'elles ont dans ce pays qui s'appelle la France, pays des droits de l'homme, à porter un hijab. Un simple hijab sur la tête pose un problème pour ces femmes, Nasser. Voilà, oui. C'est une réalité. Bonsoir. Bonsoir, Christophe. Bonsoir, prénom. Bachir de Marseille. Bachir de Marseille. Bonsoir, voilà. Marseille. Bachir, bonsoir. Bonsoir. En fait, moi, j'appelle pour réagir parce qu'en fait, c'est... à chaque fois que c'est un musulman, entre parenthèses, qui fait une gaffe, c'est un terroriste. Oui. Et chaque fois que c'est pas un musulman, il est psychologiquement malade. C'est ça. Il est. Oui. C'est connu ça. Commence là, quoi. C'est connu. Et, ouais. Alors quoi, les musulmans sont jamais psychologiquement malades, quoi. Ouais, c'est ça qui est. Voilà. C'est pour ça que ça nous a forcé à poser la question comme ça. Ouais. Voilà, il faut remettre les choses à leur place. C'est un criminel. Après, la justice, c'est les médecins spécialisés, c'est tout. Ils déterminent si vraiment il est. Et la plupart de toute façon, nous les musulmans, les 10 jeunes qui ont tué. Moi je suis contre, attention, hein, je condamne, hein. Mais le truc, c'est qu'ils sont souvent tués. Il n'y en a aucun pour témoigner aujourd'hui. Ah oui, vous parlez, là vous faites, vous sautez donc par rapport à CFG4 et puis les autres. Effectivement, la France n'arrive pas à récupérer, enfin, la police française n'arrive pas à neutraliser les individus vivants. Ça, c'est un problème. Bah, les Belges, ils arrivent bien à le faire avec comment ça s'appelle avec Abdeslam. Voilà. Abdeslam, ouais. Les Belges l'ont fait. Ouais. Exactement, ils l'ont bien fait. Ouais. Ici en France, malheureusement, on n'a pas de réponse. Merci Bachir de Marseille, en tout cas de ton appel. À très vite. Vous continuez de nous appeler au 01 40 33 9000. On va aussi ouvrir dans un instant un autre dossier. Les étudiants étrangers qui vont être taxés 16 fois plus. 1500%. Incroyable. C'est incroyable. Jeff, le Grand Forum, merci d'être avec nous pour la suite de cette émission avec aujourd'hui Nasser Laji qui est avec nous pour évidemment nous accompagner, vous accompagner, échanger avec vous, parler de cette question que l'on vous pose à la une et à laquelle évidemment vous répondez sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter, le Grand Forum FM2. Femme voilée poignardée à Montauban, le suspect doit-il être qualifié de terroriste selon vous? C'est la question que l'on vous pose aujourd'hui, à laquelle vous répondez en nous appelant également au 01 40 33 9000. Allô, bonsoir. Nous sommes à Clermont-Ferrand, je crois, non? Bah, nous étions en tout cas, puisque l'individu est parti. Eh ben, qu'il nous rappelle, n'hésitez pas en tout cas. 01 40 33 9000. Comme je le disais tout à l'heure, Nasser, s'il y a des femmes effectivement qui veulent nous raconter ce qu'elles subissent, bien sûr, au travers du port de ce hijab en France, elles sont évidemment les bienvenues pour qu'on se rende bien compte, parce que je pense qu'on ne peut pas comprendre ni saisir ce qu'elles peuvent ressentir, nous en tant qu'hommes. Bien sûr. Elles qui sont souvent les plus touchées par l'islamophobie. Touchées, insultées, crachées. Ouais. Donc effectivement, ça c'est des actes qu'on entend quotidiennement. Moi, je sais que j'ai combien de femmes voilées qui sont venues me voir et qui m'ont expliqué leurs soucis qu'ils ont suite à leur voile soit dans les bus, soit dans les métros, même dehors, des insultes, des cris racistes. Donc voilà, effectivement, c'est hallucinant. Ouais. En tout cas, vous pouvez donc évidemment nous appeler au 01 40 33 9000, bien sûr, en direct à la radio. Allô, bonsoir. Allô. Oui. Oui, bonsoir monsieur. Quel est votre prénom? Mohamed. Mohamed, vous nous appelez d'où aussi, Mohamed? Risson-Angis. Risson-Angis. Mohamed, on vous écoute. Oui, voilà, on m'écoute. Moi, je comprends pas. On parle des juifs qui sont à la hauteur pour s'assumer à 100%, et nous, on n'y est pas. Puisqu'on n'est pas chez nous, on ne peut pas s'assumer. Pourquoi qu'on s'habillerait pas comme tout le monde ici et on passait d'aperçu? Mohamed, il faut juste détendre, parce que quand vous dites on n'est pas chez nous, vous savez que la majorité des gens dont on parle sont français, comme vous et moi, comme tout le monde. Moi aussi, monsieur, je suis français. Bah oui, donc arrêtez de dire qu'on n'est pas chez nous, Mohamed. Je vais vous dire une chose. Ça fait 60 ans que je suis ici. C'est pas aujourd'hui, hein. Ouais. D'accord. D'accord. Ça fait 60 ans. Croyez-moi, si vous voulez ou non, je vous assure que pas un jour je me lève, je me sens français. Et ça, ma femme, mes enfants, mes petits-enfants, mes voisins, ils savent
au fond de moi-même, je leur dis, je ne suis pas français. Je ne peux pas me sentir français. Pourquoi, Mohamed? Pourquoi? Avec tout ce qui se passe pour ma communauté, bien que je vous dis, ça fait 60 ans et soi-disant je suis français, on est français de carte d'identité. On n'est pas aimé, on est détesté. Alors, pourquoi qu'on se mettrait pas à la page? Moi, je vais vous dire, j'ai mes enfants, mes petites filles, ils s'habillent comme les gens disent. Si on était chez nous, on s'habillerait comme on veut, mais on n'est pas chez nous, les enfants. On n'est pas chez nous. Bon, moi, par contre, je vous c'est un peu triste quand même, Mohamed. Mais bon, Nasser, vas-y. Non, mais ne vous en déplaise, monsieur. Je suis désolé, ce que je vais vous dire, mais moi personnellement, je suis français. Je suis né en France, j'ai grandi en France. Mes parents sont nés à l'étranger. Donc aujourd'hui, je suis plus français que certaines personnes se considérant français. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Maintenant, excusez-moi. Juste, je vais essayer de terminer mon raisonnement. Propos, vas-y. Oui, mon propos. Aujourd'hui, la communauté musulmane, elle demande rien. Elle ne demande pas à être, on va dire, meilleure que les autres. Elles ont droit de s'habiller comme elles le souhaitent, les femmes. Aujourd'hui, pourquoi on leur interdirait de s'habiller comme elles le souhaiteraient eux? Aujourd'hui, moi personnellement, je considère que c'est inacceptable et discriminatoire d'imposer à une femme de s'habiller comme on voudrait qu'elle soit habillée. Donc c'est inacceptable. Aujourd'hui, quand on sait qu'on a les femmes, les sœurs d'ailleurs, les femmes chrétiennes qui portaient le voile à l'époque, ça vous a peut-être pas gêné à l'époque de les voir voilées? Voilà, moi personnellement, ça n'a pas fait autant de polémique. C'est tout simplement parce que c'est une communauté musulmane aujourd'hui qui est confrontée à des actes islamophobes ou à à une politique, on va dire, médiatique qu'on peut avoir via les télévisions françaises. Et malheureusement, vous êtes tombé dans le piège. Aujourd'hui, excusez-moi, monsieur Mohamed, mais personnellement, une femme qui souhaite porter son voile, elle a le droit de le porter. Point barre. Moi personnellement, je ne suis qui je suis moi personnellement pour lui interdire de porter son voile. Elle est légitime et elle a droit de vivre comme toute personne qui soit en mini-jupe, qui soit peu importe, même en maillot de bain en 2 pièces, c'est son problème, elle fait sa vie. Donc aujourd'hui, oui, allez-y, je vous écoute. Oui, voilà. Mais je suis d'accord avec vous à 100%. Mais voyez-vous, dans ce monde, c'est pas seulement ici ou ailleurs, dans ce monde, pour se conduire comme on veut, il faut être fort. Or, ce n'est pas ça, c'est vrai, Mohamed. Non, mais ça, on est d'accord. Ça, c'est vrai, vous avez raison. Prêcher un convaincu. Pour se conduire. Regardez, je vais vous citer seulement un cas. Hein. Oui. Le journaliste en Arabie Saoudite qu'on a découpé, qu'on a mis dans une valise, etc., etc. Voyez-vous, hein. Oui. Le jour que soi-disant il allait puni par Donald Trump. Mais l'Arabie Saoudite, c'est la poule aux œufs d'or. On ne lui a rien fait du tout. On lui fera rien. On se conduit. Mais monsieur Mohamed, qui cautionne cet acte barbare qu'il y a pu avoir avec le journaliste saoudien? Personne. Oui. Au sein de la communauté, personne l'accepterait. Pourquoi aujourd'hui on accepterait cet acte? Mais d'accord, parce que l'Amérique, si c'était quelqu'un d'autre, si c'était un Iranien, si c'était je ne sais pas qui encore, aussitôt, tac, hein, voilà. Mais lui, on se conduit, pour se conduire comme on veut, il faut être fort. Quand on est faible, il faut la mettre en ça, c'est vrai. Et puis si un jour, ça va mieux, en ce moment-là, les gens, ils peuvent. Mais aujourd'hui, on ne peut pas. Demain non plus. Oui, mais moi personnellement, monsieur, excusez-moi, Mohamed, pour terminer. Je suis très triste. Non, bien sûr, mais je me sens aussi musulman, aussi algérien que vous. Je vous en veux pas, mais je vous en veux pas du tout. Donc vous avez droit d'avoir une opinion et vous avez raison. T'as un côté algérien qui est arrivé là. Non, c'est surtout pour moi qui est important et je voudrais terminer là-dessus. Quand les touristes français vont en Tunisie, au Maroc ou dans des pays arabes musulmans et qui sont en 2 pièces, ça dérange personne. Donc aujourd'hui, pourquoi on voudrait nous imposer à nous, et je parle pour nos parents, parce que moi personnellement je me sens pas concerné, parce que je suis français. On parle des femmes surtout. Hein. Oui, mais surtout des femmes. Des femmes et des hommes. Hein. Vous avez. On n'a pas de problème. Des maillots de bain. Vous en avez aussi des moulax, hein, et certains hommes préfèrent être en petit maillot de bain. Donc effectivement, ça concerne aussi les hommes. Oui, d'accord. Oui. Ah oui, c'est vrai. Mohamed, merci en tout cas de nous avoir fait part. Je vous dis pour conclure, parce que je suis pas tout seul pour conclure. Ça fait 60 ans que je suis ici, donc logiquement, je mourrai ici. Hein. Ça fait 60 ans que je suis ici. Je me suis toujours essayé de me conduire, comme vous dites, mieux qu'un Français pour être accepté. On me reproche rien.
pour une bonne raison, j'oublie jamais d'où je viens et je fais très attention. Merci, avec mes voisins dans l'immeuble, dans mon travail où j'ai travaillé 40 ans. Mais derrière moi, dès que j'ai de tourner, je suis qu'un bonioule, bien sûr, mais devant, rien. Il faut pas vivre pour les gens, monsieur. C'est dur ce que vous dites en tout cas et c'est tout à fait respectable. Et merci monsieur Mohamed en tout cas de nous avoir donné. Profitez de votre vie, la vie est belle pour celui qui sait l'apprécier. Bah oui, elle est belle. Et vous êtes ici chez vous, Mohamed. Bien entendu. Non. Si. Je vous assure que vous êtes chez vous. Je vous assure. C'est ça, mon grand. Il faut vraiment le croire. Vous êtes chez vous, c'est un beau pays, la France, et il faut pas s'arrêter qu'à des petits détails et qu'à des petites minorités qui cherchent à salir ce beau vivre ensemble. Merci beaucoup, Mohamed. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Mais c'est triste d'entendre ça, Nasser. Bien sûr. C'est triste d'entendre ça de la part d'un monsieur qui est assez âgé et qui fait ce constat aujourd'hui. Et qui dit que ça fait 60 ans qu'il est en France. Comment vous voulez demander à la jeunesse de prendre ses repères, elle? Mais les plus gros responsables de cette situation, c'est les médias et l'État français. C'est triste à dire, malheureusement, on est face à une augmentation d'islamophobie. Et malheureusement, moi, ça m'attriste effectivement d'entendre une personne comme Mohamed qui vient de témoigner, d'entendre qu'il se sent pas chez lui, ou on devrait s'intégrer entre guillemets. Non, il n'y a pas d'intégration. L'intégration, c'est vous êtes chez vous, vous avez le droit d'être libre, vous avez le droit de donner votre opinion et vous avez le droit de vous habiller comme vous souhaitez. Voilà. Allô, bonsoir. Beaucoup d'appels, hein. Beaucoup d'appels. Bonsoir. Qui est avec nous? Pardon, c'est Kamel. Salut. Oui, Kamel. Ne t'étouffe pas, Kamel. Tout va bien. Pardon. Oui, bon, Kamel. T'appelles d'où? Oui, salam alaikum. Bonjour. Bonsoir. Salam. Kamel, juste une petite question. Est-ce que c'est toi qui es passé sur BFM la semaine dernière ou il y a une semaine et demie? Non. Non, c'est pas lui, c'est d'accord, c'est d'accord. Non. Kamel, on t'écoute. Pour passer sur BFM, il faut d'abord, à mon avis, dire ce qu'on doit dire, ce qu'on va dire, et puis, à mon avis, on doit marcher dans les clous. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? À mon avis, il faut vraiment tricher pour pouvoir s'introduire dans cette antenne et dire. Pas forcément, détrompe-toi, mais bon. Allez, vas-y, Kamel, on t'écoute. Enfin, je connais des gens qui m'ont appelé, qui ont appelé et qui m'ont dit comment ça se passait. C'est-à-dire que vous êtes reçu par quelqu'un qui vous briefe sur ce que vous allez dire. Ensuite, on vous rappelle avec votre numéro. Et ensuite, effectivement... ce qui n'est pas le cas ici, hein, Kamel. Ce qui n'est pas le cas dans cette radio, vous avez pu le constater, vous tous qui êtes intervenus. Oui, tout à fait. Alors, écoutez, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faudrait quand même que la communauté nationale, mais au-delà de notre communauté à nous, ouvre les yeux sur ce qui est en train de se passer. Oui. À savoir qu'il y a quand même une volonté d'utiliser l'islam comme fauteur de troubles. Comme je dirais bouc émissaire des conséquences d'actes terroristes, pour tout d'abord mettre en place des lois qui soient de plus en plus liberticides et qui réalisent les libertés publiques d'une part, et d'autre part monter grâce à je dirais pour l'instant nous sommes dans des tensions de faible intensité ou moyenne intensité. Mais je dirais que dans l'avenir, ça va aller crescendo, malheureusement, et je souhaite vraiment me tromper en tant que musulman et en tant que français, j'allais dire, mais je me considère davantage comme un nord-africain. Mais ce que je voudrais dire, oui, parce que effectivement, il faut arrêter de se mentir. Moi-même, je suis ressortissant français. Je suis, d'un point de vue ethno-racial, je dirais, pour aller vite, un nord-africain, que j'assume mon histoire. J'ai toujours grandi avec cette idée, et je ne vais pas aujourd'hui transformer ça et dire que je suis un Français, mes ancêtres les Gaulois, etc. Il faut bien se mettre à l'évidence que être Français à la base, c'est une culture d'origine catholique, chrétienne, depuis le baptême de Clovis, et on ne peut pas changer ça. Et il faudrait que les Français se réapproprient leur identité, religieuse ou spirituelle, et je pense que ce sera le meilleur bouclier pour eux et pour tout le monde. Parce que ce sont des gens comme nous qui aiment les valeurs traditionnelles, qui aiment les valeurs classiques, la famille, la patrie, la différenciation entre les sexes, et ainsi que la souveraineté des États. Et donc autant de choses qui n'existent plus aujourd'hui. Et on ne peut pas en vouloir à M. Macron parce qu'il n'est plus aux manettes. Je veux dire, il n'est pas nécessaire d'être un expert en géopolitique pour savoir ça. La France n'est plus aux manettes. Donc par conséquent, il y a un transfert de souveraineté qui a été depuis des années, transféré à une unité, à une entité supranationale qui est à la fois la Commission européenne et la Banque centrale européenne.
qui donc gère du fait que la France a perdu sa souveraineté monétaire. Donc quand on perd sa souveraineté monétaire et économique, on perd tout simplement sa souveraineté tout court. Donc ça, il faut bien le savoir. Et il y a une volonté de par les guerres que l'on a fait en Libye et ailleurs, d'importer des populations parce qu'on parle souvent des conséquences, mais on remonte jamais aux causes. Et ça, c'est un gros problème que nous avons. Ouais. Eh bien, pour comprendre, il faut quand même peut-être remonter aux causes. C'est-à-dire que quand il y a une politique délibérée qui tend à fracasser des États qui n'ont rien demandé à personne, et d'ailleurs Kadhafi lui-même avait prévenu de la vague migratoire, et les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent on a fait une connerie. Ben non. Du point de vue de ceux qui sont à l'origine de cela, ils ont tout à fait réussi leur coup. Ouais. Et leur coup, c'est quoi? C'est d'importer des populations de tous ces pays, de créer, si vous voulez, une transformation à la fois identitaire, culturelle de tous les pays européens pour nous en faire une sorte de bouillabaisse. Et ce qui fait que finalement, avec des attentats, et on sait très bien quel peut être le pouvoir de ce qu'on appelle, de ce qu'en géopolitique on appelle l'État profond, qui consiste à prendre possession des instruments de l'État pour pouvoir aller, aller vers telle ou telle politique et engendrer une stratégie de la tension. Alors je peux vous envoyer à l'époque de Gladio en Italie et autres. Tout ça est bien connu pour ceux qui veulent savoir et c'est pour ceux qui veulent comprendre. Donc par conséquent, effectivement, oui, en tant que musulmans, nous avons beaucoup à craindre dans les années et dans les décennies qui viennent, parce que nous risquons d'être les boucs émissaires d'une stratégie globale qui tend à instrumentaliser l'islam à des fins politiques, à chaque fois en envoyant des tarés au casse-pipe, faire des attentats et ainsi pouvoir par la suite justifier un éventuel état d'urgence et monter les communautés les unes contre les autres. Donc effectivement... Kamel, stop, petite parenthèse. Oui. Il y a juste un propos qui m'interpelle lorsque vous dites des tarés qu'on envoie pour ensuite... Qu'est-ce que vous insinuez par là exactement? Ce que j'insinue par là, il suffit simplement d'être un petit peu curieux. Ce que j'insinue par là, c'est que tous les géopolitologues vous diront que les actes de terrorisme, lorsqu'ils surviennent de façon épisodique et souvent on peut dire qu'ils tombent bien. Il y a eu les attentats avec Joe Cox c'est la théorie du complot, ça, Kamel. Écoutez, la question qui marche bien d'ailleurs dans ce pays, hein, n'est pas de savoir si c'est du complot. La question est de savoir si il faut vérifier ce que je dis ou pas, si ce que je dis est vrai ou pas. C'est pas parce que on n'a aucun moyen de savoir, shérif. Kamel. Oui. On n'a aucun moyen de savoir si ce que vous dites est vrai. Il y a aucun moyen de savoir parce qu'il y a comme le contraire également. Oui, parce que vous saurez jamais que à 15h02 quelqu'un. C'est pour ça que c'est peut-être inutile de dire cela sur une antenne comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut insinuer des choses qui peuvent aller à l'encontre de votre propos initial. Non, mais ce que je voudrais dire par là, et c'est que j'invite les gens à curieux à vérifier, c'est que le terrorisme de masse provient toujours de l'État profond qui manipule D'ailleurs, il y a des preuves a posteriori. Comment se fait-il que ce soit toujours le même mode opératoire? C'est toujours le même mode opératoire. On connaît jamais ces terroristes qu'on en présente comme étant des fous de Dieu. Généralement, soit quand on prend le cas de celui de Nice, était un homosexuel patenté. Il avait une relation homosexuelle avec un homme de 70 ans. Il était également amateur d'alcool, etc. Ouais. Aucun d'eux n'a le profil d'un musulman, d'une part. Par ailleurs, ce sont tous des timbrés. Ils sont tous. Pour faire ça, il faut être un minimum cinglé, ouais. Ah oui, un minimum cinglé. Et par ailleurs, c'est toujours le même mode opératoire, c'est-à-dire que voilà, il s'enferme quelque part et se fait buter, sans parler de Mera, qui comprenait même pas pourquoi on lui en voulait, parce que ça, par contre, on le sait. Puisqu'on sait aujourd'hui qu'il travaillait pour les services de renseignement. Donc il y a des indices vraiment flagrants qui commencent vraiment pour un esprit curieux à susciter chez lui la réflexion. Bon. Merci en tout cas, Kamel. Merci de votre point de vue qui vous engage, et en tout cas la réflexion elle est là, elle est posée à chacun d'aller effectivement se faire son propre avis. Vous posez des questions sans affirmer quoi que ce soit, si j'ai bien compris. Oui. Vous interrogez. Bon bah voilà. On voit qu'en tout cas, Kamel, vous savez que ce qui a été très gênant dans cette histoire des Gilets jaunes et au-delà de ce qui s'est passé à Strasbourg, c'est que
le complot a pris le dessus, mais alors de façon grand V, c'est-à-dire que c'est toute la population française, où pratiquement 70% des Français sont et penchent vers une théorie du complot. C'est très inquiétant quand même. Je pense que les Français, c'est quand même l'un des peuples les plus cultivés et politisés de la planète. Donc il était tout à fait normal que ce peuple, au bout d'un moment, on vienne à réfléchir à la situation, se cultive, se renseigne et essaye de se poser des questions et les bonnes questions. Merci en tout cas, Kamel, de votre appel et de votre bel exposé là pour le coup. Voilà, vous avez fait le tour de la question à votre manière et avec votre avis. Alors. Bon, c'est dommage parce j'aurais bien aimé quand même qu'on ait des femmes qui puissent nous expliquer leurs difficultés, mais le temps passe. Et il faut qu'on parle absolument de ce sujet parce que il faut certainement pas compter sur les grands médias pour en parler de ce gros problème qui vous concerne tous, qui nous concerne tous, et en l'occurrence, en particulier les étudiants, les futurs étudiants qui aspirent à venir en France pour étudier, se construire un avenir, un horizon et pourquoi pas. D'ailleurs, on le sait, beaucoup repartent, mais certains qui trouvent chaussures à leurs pieds restent et travaillent. Eh bien, sachez que le gouvernement français a renoncé de façon brutale à son message, voire à son destin universaliste, quand même, en élevant une barrière désormais infranchissable entre les universités françaises et les étudiants non européens, et notamment des pays du Sud, puisqu'il vient d'augmenter de manière spectaculaire donc les frais d'inscription des étudiants extra-communautaires dans les universités publiques françaises, en introduisant d'ailleurs un amalgame entre les publics et le privé. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, à partir de l'année universitaire 2019, les étudiants non européens devront en effet payer, écoutez bien, dans les universités de la République française, la somme de 2770 € pour une inscription en licence au lieu de 270 € à l'heure actuelle. Vous avez bien entendu, Donc, ça fait à peu près 16 fois le prix augmenté, quoi. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Cette hausse a été justifiée par le Premier ministre, Édouard Philippe, par la volonté, de rendre les universités françaises plus attractives, d'améliorer le financement de l'accueil à l'université, d'augmenter en conséquence le montant, bien entendu, des bourses accordées aux étudiants donc étrangers. Voilà. En tout cas, le pays de Voltaire est peut-être un peu vexé de ne pas briller dans les classements annuels, notamment dans les classements annuels des universités mondiales, notamment celle de Shanghai, par exemple. En tout cas, elle tente, la France, par ailleurs, depuis quelques années, à déplacer sa politique universitaire donc vers le pays du Sud. Il s'agit d'éviter en profondeur donc la présence d'étudiants étrangers en France, qui sont, pour quelques-uns, mais c'est pas une majorité, tentés de s'y installer une fois études terminées et surtout travail trouvé. Donc c'est un véritable scandale. Aujourd'hui, vous êtes tunisien, algérien, marocain, vous voulez faire des études en France, voilà le prix que ça vous coûtera. Ce n'est qu'un exemple, mais il y en a d'autres, évidemment. Première année de licence, 270 € aujourd'hui, 2750 € l'année prochaine. Je crois qu'il y a même des parcours supérieurs où c'est encore plus cher, l'augmentation est encore plus considérable. C'est un véritable scandale que personne n'en parle et que... Alors, je vais vous dire un truc, moi, qui me gêne aussi, Nasser, amis auditrices, auditeurs. Pourquoi aucun pays, que ce soit par exemple l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, s'offusque de cette politique française et de cette barrière mise maintenant à ces étudiants? Alors, ça pose question quand même. Est-ce que ils sont passifs ou ils sont juste là pour accepter et faire des affaires avec la France? Mais lorsqu'il s'agit de défendre leurs habitants, leurs citoyens, il n'y a plus personne. Voilà. Donc un petit coup de pression à la France, par exemple de la part de la Tunisie, par exemple de l'Algérie ou du Maroc. Je dirais, vous êtes gentils quand même. Bon, vous êtes bien contents de nous trouver, les Algériens, nous assurer vos gardes dans les urgences quand on arrive d'Algérie, on a fait nos études de médecine et qu'on nous fait faire le sale boulot et qu'on dit rien, et que la plupart des urgences des jours fériés, les fêtes de fin d'année, et qui sont payés au lance-pierre et qui font les sales boulots, des gardes de 12 heures d'affilée, sans parler. Bon, bref, voilà, vous êtes bien contents de les trouver, mais là, quand il s'agit de venir étudier chez vous, vous en voulez pas. Donc ça pose question, on en parle si vous le voulez dans un instant, 01 40 33 9000. J'aimerais avoir vos témoignages, à tout de suite.
France Maghreb 2, France Maghreb 2. Bah, vos téléphones, évidemment, pour dénoncer ce scandale des étudiants, Charles Inser, hein. On en parlait il y a quelques instants. Exactement. Voilà, parce que c'est un véritable scandale, ce qui concerne ces étudiants étrangers. Alors, pour essayer de comprendre un petit peu en profondeur, puisque la France tente, je disais tout à l'heure, à déplacer de manière assez habile d'ailleurs, donc sa politique universitaire vers les pays du Sud. Il s'agit d'éviter en profondeur donc la présence des étudiants étrangers en France, toujours tentés de s'y installer dès lors que leurs études se terminent. La politique universitaire fait office dans ce cas de politique d'immigration. Ainsi, au lieu de recevoir chez soi les étudiants arabes et africains, la France préfère ouvrir des universités chez eux. Voilà, en établissement par des partenariats, par exemple, avec les pays donc d'accueil. C'est tantôt la politique de la codiplomation qui prévoit que les étudiants étrangers concernés peuvent recevoir, suite à des accords bilatéraux et des conventions internationales, un diplôme distinct, on va dire. Donc relevant des pays concernés, tantôt donc la politique d'octroi des diplômes français proprement dit. La France gagne dans ce cas-là doublement, j'ai envie de dire, Nasser, puisque dans l'affaire l'étudiant non européen, il reste chez lui, forcé et lié, et il paiera cher son inscription dans une université française installée dans son pays, le prix du déplacement évidemment tenant compte. Voilà, par exemple, il y a des universités à Tunis, la Paris-Dauphine qui a une convention à Tunis, et il y en a d'autres. Donc en fait, l'objectif de la France aujourd'hui, c'est quoi? C'est de dire aux étudiants, c'est pas la peine de venir ici, ça vous coûtera trop cher. Par contre, tu peux avoir et tu payes aussi en restant chez toi. Voilà. Non, mais c'est ça. Et ce qui est ce qui m'attriste le plus là-dessus, Christophe, c'est que c'est les étudiants les plus modestes qui vont en subir les conséquences. C'est qu'aujourd'hui, les pauvres, eux, ne pourront pas venir faire leurs études parce qu'ils n'auront pas les moyens de venir. Et donc, effectivement, là, on a beaucoup d'étudiants. Moi, je sais que j'ai certains étudiants dans ma petite campagne où j'habite en Tunisie, et qui venaient et qui étaient contents de venir, même si voilà, ils n'avaient pas forcément des moyens. Donc avec le peu de moyens qu'ils avaient, et quand ils arrivaient en France, ils travaillaient pour essayer de subvenir à leurs besoins. Mais là, malheureusement, déjà juste pour s'inscrire, je pense qu'ils vont avoir des grosses difficultés pour le faire. Et ça, je pense que le gouvernement et les valeurs de la France commencent à se perdre. En tout cas, il y a beaucoup de pétitions de collectifs universitaires, intellectuels, artistes qui ont été relayées dans les médias français. Plusieurs universités comme la Sorbonne, notamment l'université de Poitiers de Rennes, des écoles supérieures de création d'artistique qui refusent d'appliquer la décision du gouvernement. Et les syndicats étudiants aussi, l'UNEF et d'autres organisations et d'associations. Et parmi les politiques, il y a Benoît Hamon qui s'est emparé de ce sujet. Le candidat socialiste de 2017, il a déclaré le 27 novembre dernier, Benoît Hamon, donc en termes de coopération, un partage de la connaissance, le pari de l'intelligence, c'est une aberration totale pour la France, c'est une catastrophe, et encore je ne vais même pas vous faire voilà, c'est la déclaration donc de Benoît Hamon. Quelques-uns se sont donc emparés du sujet. Vous pouvez nous appeler pour nous donner votre avis au 01 40 33 9000 pour parler donc de ces étudiants étrangers, je précise, non européens, qui se voient leur frais d'inscription au sein des universités françaises augmenter de manière considérable. C'est du jamais vu. Passons donc, pour donner à titre d'exemple, la première année de licence de 270 € à l'heure actuelle, ça passera à 2750 € dès l'année prochaine. C'est voilà, ça, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens qui ne pourront plus, Nasser, venir étudier à l'étranger. Eh oui. Alors ça peut aussi poser une autre question. Est-ce que ces pays, par exemple, on va prendre des pays qu'on connaît, l'Algérie, Maroc, Tunisie, qui sont indépendants depuis un demi-siècle, à la limite, pourquoi ils ont besoin d'aller pour aller étudier à l'étranger? C'est peut-être aussi, il y a un problème là-bas. On n'a pas su aussi, j'allais dire, créer des structures pour qu'ils puissent étudier à un bon niveau, etc. Pourquoi ils sont obligés d'aller en France étudier, par exemple? Je pose la question, mon Nasser. Non, mais tu as raison. En même temps, effectivement, on a un vrai souci dans ces pays, malheureusement, en termes de comment on appelle ça, de matériel, même de tout ce qu'on peut avoir dans nos pays. Malheureusement, on a des vrais soucis, et on devrait normalement travailler là-dessus pour faire en sorte que nos étudiants, et les étudiants, je veux dire étrangers,
comme la Tunisie, le Maroc et l'Algérie, trouvent les moyens pour continuer leurs études sur place s'ils pouvaient pas se déplacer en France, effectivement. Voilà. En tout cas, vous pouvez nous appeler 01 40 33 9000, tout comme également répondre à la question du jour, bien sûr, par rapport à cette femme qui a été, je vous le rappelle, poignardée le 5 décembre dernier à Montauban. Est-ce que cet individu doit être qualifié de terroriste? C'est la question que l'on vous pose, à laquelle vous répondez sur Facebook France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter. Le grand forum FM2. Oui, là, par contre, quand il s'agit de parler des étudiants, parce qu'on est moins concernés, donc forcément, on en parle moins, hein. C'est toujours la même chose, en fait. Voilà. Mais, pour penser à ceux qui sont là-bas et qui ont un projet de construction, de pouvoir faire de longues études, de pouvoir venir étudier dans un pays étranger, aspirer à notre rêve, j'ai envie de dire, pour cette jeunesse, qui est très présente, notamment en Afrique du Nord. Là, il y a plus grand monde pour parler, mais bon, ce n'est que voilà. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, c'est Bachir de l'Essonne. Bonsoir Bachir de l'Essonne, bienvenue à toi Bachir. Merci. Déjà, je voudrais répondre aux terroristes. Oui, je l'appelle terroriste, celui qui a poignardé la pauvre femme voilée. C'est qui terrorise une communauté, la communauté musulmane, encore une fois. Oui, Bachir, vas-y. Parce que la communauté, du coup, nos femmes, là ça se passe dans le sud, mais ça va se répercuter en région parisienne, donc elles vont être un peu choquées, pas trop savoir comment elles vont limiter leur sortie, et ça va avoir un fait terroriste. Oui. Ok. Merci beaucoup Bachir. Et sinon pour les étudiants, non Ouais, pour les étudiants, c'est D'accord, on a compris. Non mais vas-y, y a pas de problème Bachir. J'ai une idée, mais c'est de l'immigration parallèle, on va dire. Parce que c'est les étudiants qui viennent étudier ici, ils retournent rarement dans le pays d'origine. Détrompe-toi, c'est tout le contraire justement. Il y en a beaucoup qui moi j'en connais des étudiants étrangers. Généralement ils restent ici. S'ils restent ici et qu'ils apportent une plus-value au pays, il est où le problème? Non, mais il y en a qui restent ici, et ça c'est dommage, parce que l'État leur paye les frais pour venir étudier ici, l'État de leur pays. Et c'est dommage. Moi qui retourne dans leur pays après avoir étudié, c'est magnifique. Ils ramènent un savoir-faire, et c'est tout bénef. Mais bon, après, faut avoir des chiffres. Pour parler de ça, je les ai pas. Donc, merci Bachir. Salut à toi. 01 40 33 9000. Bien sûr, on en reparlera parce que bon, c'est un sujet qui est scandaleux, donc il faut qu'on en parle. Alors on va parler un peu de la France maintenant et de la politique intérieure et le pouvoir qui continue, Nasser, aujourd'hui de décider les contours des grandes mesures annoncées par le président pour sortir de la crise des gilets jaunes, ou en tout cas tenter d'en sortir. Le gouvernement doit aller vite, hein. Elles seront présentées d'ailleurs demain au Conseil des ministres sous la forme d'un projet de loi. Ce sera le cas aussi de l'autre grande initiative du chef de l'État pour calmer la colère des manifestants. Une grande concertation nationale dont les modalités sont clarifiées. Aujourd'hui, tout à l'heure, avec plusieurs ministres, des réunions doivent être organisées par la suite dans toute la France pour recueillir donc les doléances. L'organisation du débat a été confiée à la Commission nationale du débat public, la CMDP, qui met en garde aussi contre toute mainmise de l'exécutif. La commission a en effet envoyé une lettre, Nasser, mes auditrices auditeurs, au Premier ministre Édouard Philippe il y a 3 jours pour le prévenir. Nous veillerons à ce que les réunions du grand débat, ne soient en aucun cas des meetings politiques, ni pour le gouvernement, ni pour la majorité. Toujours selon nos confrères de France Info, la commission redoute une récupération politique et rappelle d'ailleurs qu'elle est indépendante du pouvoir. Réaction du porte-parole du gouvernement ce matin sur France Info, Benjamin Griveaux dément toute volonté de contrôle. Écoutez-le. C'est une commission parfaitement indépendante. J'en ai ras-le-bol de cette suspicion généralisée. Voilà. Il y a un moment, ça suffit. Il y a un grand débat qui est organisé. Il faut que chacun soit à la hauteur de ce grand débat et n'instrumentalise pas une commission pour expliquer que ce serait organisé par l'État ou autre. C'est pas le cas. On veut quelque chose de transparent, on veut quelque chose d'ouvert, on veut quelque chose de foisonnant, d'innovant, de créatif. Et on sait que la Commission nationale du débat public, c'est la bonne instance, c'est la bonne commission pour nous dire voilà comment on fait. Voilà, c'est Benjamin Griveaux. Donc ce matin, côté pratique, c'est encore en tout cas un peu flou. Le gouvernement prévoit des réunions sur tout le territoire, ouverts à tout le monde. Il veut impliquer notamment surtout les maires. 4 thèmes ont été arrêtés, je vous les rappelle: transition écologique, fiscalité, organisation de l'État,
ainsi que démocratie et citoyenneté. Le débat devait commencer donc le week-end dernier. Petit retard à l'allumage. Il devrait plus certainement démarrer après les fêtes de Noël. Voilà pour ce qui est donc de ces débats qui vont démarrer visiblement ce soir avec cette grande rencontre prévue à l'Élysée et donc demain matin aussi, Nasser. En Conseil des ministres, un certain nombre de décisions vont être actées, notamment à propos du SMIC, à propos de tout ce que l'on a entendu depuis. On verra le résultat de toute façon. Moi, je suis impatient de voir qu'est-ce que ça va donner. Pendant ce temps-là, on a un pays qui est on va dire, qui est suspendu dans tous les domaines, hein. Que ça soit chez les étudiants, que ça soit chez les retraités, que ça soit chez les gilets jaunes et autres. Donc aujourd'hui, effectivement, on a un pays qui va très très mal. On a une situation qui devient de plus en plus compliquée. Faut-il peut-être rappeler, Christophe, que au sein des Gilets jaunes, on a eu 8 morts qu'on a très peu parlé dans les médias. Je trouve ça inacceptable. Donc effectivement, c'est bien beau ce que Emmanuel Macron va nous annoncer ou va faire en sorte de travailler sur les questions des revendications des Gilets jaunes, mais pendant ce temps-là, on a les CRS qui commencent à évacuer les ronds-points en France. On a des gens qui commencent à se plaindre, les bavures policières qu'il y a pu y avoir pendant ces manifestations, on a vu des images choquantes, des images qui ont marqué l'ensemble des Français qui sont partis manifester. Donc effectivement, moi j'ai une crainte aujourd'hui, c'est que on a l'impression qu'il y a deux France. Il y a la France de ceux qui gèrent ce pays et il y a la France du peuple français qui est en attente de réponses concrètes. Parce qu'on est en train de jouer entre mépris et girouette par les politiques de notre pays. Je dis ça pourquoi? Parce que on sait même plus ce qui est maintenu, ce qui n'est pas maintenu sur les annonces qu'on nous a faites ces derniers mois, dernières semaines. Là, on vient d'apprendre il y a très peu de temps qu'il va renoncer sur certains points, comme sur les chèques énergie. Ouais. Bon, voilà. Donc moi, il y a toutes ces questions que je me pose et j'espère tout simplement que la mobilisation des Gilets jaunes ne va pas s'arrêter là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent, les retraités qui sont qui sont en train d'ailleurs manifester aujourd'hui. Donc voilà, on constate que les fonctionnaires, ils ont rien eu. Exactement. Les chômeurs. Tout à fait. On constate que le pays va très mal aujourd'hui. Ouais. Donc soit ça passe ou soit ça casse. Mais si ça casse, ça risque d'aller très loin. Quand on constate qu'aujourd'hui la police va avoir une prime de 300 € pour ceux qui se sont mobilisés pendant cette période des Gilets jaunes, je trouve ça inacceptable et j'aurais pas inacceptable pour le travail qu'ils font. Non, tout le contraire. Moi, ça me dérange pas qu'ils soient payés parce que c'est leur travail. Mais par contre, ce qu'ils ont eu la réaction de certains policiers au sein de ces manifestations ont été inacceptables, mais en même temps, effectivement, je pense qu'ils ont eu aussi des ordres d'en haut pour que des flashballs soient utilisés, des bombes lacrymogènes soient utilisées contre notre jeunesse. Voilà. Et je considère que ça va déjà salir l'image de la police française parce qu'elle n'a pas été à la hauteur sur ces points-là. Et je considère que l'État français aujourd'hui montre le mépris qu'elle a envers le peuple français quand on donne 300 € en 24 heures parce que les commissariats ont menacé de bloquer tous les commissariats mercredi et que en très peu de temps on leur a donné une prime de 300 €. Ça, je trouve que c'est encore un mépris qu'on montre aux Français et de dire restez à votre place, on sait gérer notre pays et vous verrez la suite par là. Du coup, Castaner, après toutes ces annonces, a monté le ton hier et a dit stop, ça suffit, on arrête, il faut arrêter les blocages. On ne peut pas continuer à vouloir paralyser l'économie française, paralyser le commerce dans nos villages, dans nos villes, en embolisant un rond-point. Christophe Castaner, donc, qui dit stop et qui dit maintenant il faut évacuer. Ça a d'ailleurs été le cas ce matin et depuis quelques heures maintenant. Évacuer les ronds-points de ceux qui se sont installés depuis le 17 novembre maintenant. Faut-il en terminer avec les Gilets jaunes? Est-ce que la crise des Gilets jaunes est terminée selon vous? 01 40 33 9000. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir à ton invité. Bonsoir. Prénom, on est où avec toi? Ton prénom? C'est Amine de Noisy-le-Grand. Salut Amine. Alors, est-ce que l'on en a fini avec les Gilets jaunes d'après toi, Amine? Je pense que le temps du gouvernement, il est en train de changer et que je pense qu'on privilégie un petit peu la force et le forcing pour faire tout, pour faire disparaître tout ce qui est gilets jaunes et les revendications qui en découlent, quoi. Ouais. Et le temps du gouvernement, il a changé parce que
quoi, ils ont vu que la mobilisation elle est de 1 moindre, et maintenant on peut contrôler les gens par la force. Voilà. Alors toi qui as assisté, Nasser, à toutes ces manifestations depuis le 17 novembre, effectivement, est-ce qu'on peut considérer que samedi c'était quand même une manifestation qui a été très largement moins suivie? Alors oui, effectivement, on peut dire qu'elle a été moins suivie, mais faut voir aussi le contexte. On a beaucoup de cars qui ont été bloqués et qui venaient de province, qui ont été bloqués par les CRS, mais il faut aussi voir les conditions climatiques. Il a fait très froid. Il a plu. On a eu aussi la situation de ce qui a pu se passer à Strasbourg cette semaine. Donc effectivement, tous ces petits points ont fait que malheureusement la mobilisation s'est réduite. Mais elle ne s'est pas réduite dans les revendications. Et je pense que le gouvernement se trompe parce qu'il risquerait d'y avoir un effet boomerang dans les prochains jours, si ce n'est pas dans les prochaines heures. Donc voilà, vous allez voir. Oui, parce que il faut voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ouais. Il faut voir aussi. Qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Il y a une mobilisation qui est en train de se créer avec des nouvelles. Ça a l'air de prendre. Non si, ça a l'air de prendre. Je rappelle juste que à Rungis est bloqué depuis hier à 4 heures du matin avec les VTC et les gilets jaunes. Donc effectivement là, la mobilisation, on pense qu'elle est réduite, mais je suis persuadé qu'elle va être. L'acte 6 en tout cas est en route. Hein. Oui, elle est en route, effectivement. Merci Amine en tout cas pour ton appel. Merci. Je voulais juste aussi dire quelque chose par rapport aux étudiants étrangers. Oui, vas-y Amine, qu'est-ce qui se passe? Ouais, parce que moi aussi en fait, je suis un ancien étudiant où j'ai fait mes études en français, en France. J'ai profité, maintenant je travaille et je suis très reconnaissant envers la France. Je trouve que c'est malheureux que des pays pauvres en Afrique, les étudiants, ils peuvent pas maintenant en bénéficier. Bah oui. C'est malheureux. C'est un plus pour la France et c'est un plus pour une sortie pour ces jeunes-là étudiants. Merci Amine en tout cas pour ton témoignage. À très bientôt. En avons-nous fini avec les gilets jaunes selon vous? C'est la question que l'on pose maintenant avec Nasser Dajili. Parce que d'après ce que l'on voit et entend, on écoute, c'est que les médias nous rapportent, et d'ailleurs t'as vu, ils nous ont sorti les petits reportages avec un petit résumé du mouvement, etc. En nous faisant croire que finalement c'était terminé, que tout ça était derrière nous, et que le gouvernement avait quelque peu bien cédé avec des annonces concrètes par moment, pour certaines populations, pas concrète, pour tout le monde. Je sais pas, mais on verra par la suite. Pour les smicards, par exemple, pour ceux qui souhaitent faire des heures supplémentaires. Pour l'instant, rien n'est mis en place, Christophe. Ouais, évidemment, mais attends, faut pas que ça se fait pas en un jour non plus. Non, mais ça c'est sûr. Voilà, il y a quand même pas mal d'oubliés. Est-ce que ça va suffire? Est-ce que on en veut plus? On en reparle avec vous, 01 40 33 9000. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom, monsieur? Ouais, c'est Titi de Rouen. Salut Titi de Rouen. Comment ça va, Titi? Ça va? Ouais, ça va, Titi. Ouais, il fait froid. Hein. Ah, il caille. Chez vous peut-être, mais chez nous non. Non, il fait pas froid, Titi. Arrête. Ouais, bien, quand même. Hein. Quand même. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Ça va. Ouais, non, moi je pense que le mouvement il est pas mort. Certes, s'il y a moins de gens dans les rues, c'est que peut-être aussi que les gens sont concentrés pour la fête de fin d'année. Et moi, je pense que dans 10 jours, quand ils auront passé les fêtes de Noël, quand on aura passé les fêtes de Noël et le jour de l'an, et quand les comptes seront bien à sec après les cadeaux, et ben là ils vont se reprendre un coup en pleine tronche, ça va leur faire tout drôle. Exactement. Voilà. C'était pour rajouter ça en plus parce que j'entendais à juste titre votre invité dire que il y avait les attentats, il y avait le mauvais temps, mais en plus de ça, là aujourd'hui, c'est guirlande et foie gras, et après, à mon avis, ça va être tout drôle. En janvier, moi, je m'attends à ce qu'il y ait une grosse vague qui reprenne et beaucoup plus importante que celle qu'il y a déjà eu. Merci Titi qui a sorti sa boule de cristal donc ce soir. Merci beaucoup Titi. À bientôt. Merci de ton appel du côté de Rouen. On enchaîne avec un autre appel. Les gilets jaunes sont terminés ou pas? Enfin, est-ce qu'on en a fini avec eux? Est-ce que avec leurs revendications, ça y est, on les a entendus? Castaner dit il faut en arrêter là. On arrête de bloquer les ronds-points. On n'a pas à empêcher les autres citoyens de circuler librement. Voilà, ça s'appelle de la liberté aussi, monsieur dame. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Prénom et ville d'appel. C'est Ivry-sur-Seine. Oui, ton prénom? Omar. Omar, qu'est-ce qui se passe, Omar? Ah, c'est pas fini les gilets jaunes. C'est pas fini les gilets jaunes, Omar. Pourquoi c'est pas fini les gilets jaunes? Là, ils font une pause, mais après ça va revenir le mois de janvier. Il n'y a pas que, il y a beaucoup de gens qui se préparent pour ça.
Oui, non mais. Mais alors attendez, ils vont demander quoi maintenant? Qu'est-ce qu'ils veulent? Oui. Et ils ont donné rien. Qu'est-ce qu'ils ont donné? Il a rien donné. Qu'est-ce qu'il a donné? Rien. Pas encore. Bah 100 € pour le SMIC. Tu penses que c'est une bonne réforme? Non mais je sais pas, moi, mais attendez, moi je suis pragmatique, moi je prends ce que j'ai devant moi. Voilà. J'ai des annonces. Mais ça sera pas 100 €. Ils discutent pour 100 €, mais ça sera le mois de février, mais ça sera que 40 €. Ah bah je sais pas, moi c'est quoi vos infos, Omar? Bah si, il y en a, c'est pas 100 € net, hein. Non mais Christophe, parlons sérieusement. Non mais je suis sérieux moi. Non mais je sais très bien que tu es sérieux. Attendez, les gars, non mais soyons sérieux. Il faut comprendre nos auditeurs et auditrices qu'ils écoutent là. Ouais. Est-ce que aujourd'hui on a des réponses concrètes pour les chômeurs? Est-ce qu'on a des réponses concrètes pour les retraités? Est-ce qu'on a des réponses concrètes pour les personnes qui sont en difficulté? Donc voilà, moi personnellement, ce que j'ai pu entendre, on a parlé de 100 € de supplémentaires pour les SMIC, etc. Ok, mais c'est un point parmi tant d'autres. Mais il y a attendez, il va pas pouvoir sortir la planche à billets pendant des années, les gars. Il y a un pays à maintenir quand même, non? Excuse-moi, Christophe. Moi, à mon avis, j'ai préféré. Ils donnent pas les 100 €, ils enlèvent les assièges. C'est la plus chère sur les fichiers de paie. Ouais, les charges. Ok. Non, c'est pas là. On sait pas, il va où. C'est Rocard qui l'a créé. Provisoire. Et elle augmente tous les ans. C'est la plus chère. Mais qu'on aille chercher l'argent chez les. Mais pourquoi ils ont pas demandé la baisse des TVA? La TVA qui a augmenté de manière considérable quand même depuis des années, tranquillement. Vous vous rappelez, on était à 18,6, maintenant on est à 20. On est à combien maintenant la TVA? Non mais il faut voir. Je sais même pas combien la TVA. On est à 21, 26. 26. Le truc de luxe à 21. Mais là les retire à 20. Les luxe. Voilà quoi. Non mais excuse-moi, l'impôt sur la fortune. Aujourd'hui, on l'a laissé de côté, personne n'en parle. Donc l'évasion fiscale. L'évasion fiscale. Ouais. On parle. Je sais pas si tu es informé, mais moi il y a 3 retraités qui m'ont interpellé dernièrement. Ouais. Ils ont une augmentation de 40 € sur leur mutuelle. Mes parents sont retraités. Non mais voilà. Mais tu vois ce que je veux dire, Christophe. À un moment donné, il faut que le gouvernement, et malheureusement c'est tombé sur Macron, mais ça aurait pu tomber sur quelqu'un d'autre si aujourd'hui on avait quelqu'un d'autre au pouvoir. Malheureusement Macron, beaucoup de gens ont attendu que Macron fasse quelque chose parce que c'était une nouvelle tête qu'on voyait, un petit jeune, déterminé, etc. Donc, il a montré plutôt le mépris et effectivement le foutage de gueule envers le peuple français qui attendait beaucoup de lui. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'il prenne ses responsabilités sur les conséquences qu'il va y avoir dans les prochains jours. En faisant quoi? En bloquant le pays, tout simplement. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer parce qu'aujourd'hui, excuse-moi, Christophe. Mais d'accord, mais on demande quoi? Non, mais attends, Christophe, moi je suis contre toute forme de violence, ok? Mais le gouvernement est en train de mener le peuple à devenir violent. Parce que, est-ce qu'il faut que je rappelle que le 17 novembre, c'était une manifestation pacifique, ok? Il n'y a rien eu au niveau des annonces. Il a dit clairement, on garde le cap. Il a dit clairement, on garde le cap, le Premier ministre. Ce qui s'est passé la semaine d'après, la violence a commencé à évoluer. Le gouvernement a reculé d'un pas. La troisième semaine, ça s'est vraiment mal passé. Ça s'est vraiment mal passé. Et là, on a une intervention du président de la République qui nous annonce plusieurs annonces qui vont être faites dans les prochains jours. Là, on commence à reculer parce qu'on a réussi à faire reculer soi-disant, on a réussi à faire reculer les gilets jaunes, mais ils se trompent. Parce que derrière, il y a la police qui en peut plus, il y a les étudiants qui en peuvent plus, il y a les retraités qui n'en peuvent plus, il y a tout le monde qui n'en peut plus. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Moi, c'est des annonces concrètes qu'il faut avoir sur place. Maintenant, aujourd'hui, de dire... Quoi comme annonce, Nasser? Arrête, Christophe, je vais te le dire. Arrête, tu fais semblant, là. Non, mais tu fais semblant de ne pas écouter. Non. Et moi, par contre, ce que je reproche, Christophe, et je le dis clairement au micro, je reproche et je suis assez attristé que les quartiers populaires ne se mobilisent pas sur ces questions-là, parce que ils sont les premières victimes de ce qui va se passer dans les prochaines années dans nos quartiers. Voilà, et ça je le dis clairement. Les violences policières aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans nos quartiers. Le chômage, on est à plus de 20% dans certains quartiers. C'est vrai, ça. On a tous ces points-là. Personnellement, on sera les premières victimes de ce qui va se passer dans les prochains jours. Bon, en tout cas, pour toi, Mesurette, petite annonce. On lâche rien. Voilà. Bon. C'est mon point de vue et j'espère tout simplement qu'il est partagé par beaucoup de Français. Mais vous voulez quoi? Parce que j'en entends beaucoup dans les Pourquoi tu te sens pas concerné, Christophe, quand tu dis vous voulez quoi? Je me sens concerné à partir de 18h. Là, maintenant. Ah, d'accord. Mon cher Nasser, quand j'entends des gens au sein des Gilets jaunes qui disent démission Macron, mais moi j'ai envie de dire... Non, j'ai pas demandé de démission Macron. Moi j'ai envie de dire, ok les gars, mais pour faire quoi après, derrière? Après Macron, qu'est-ce qu'il y a? Il faut tout réformer. Comment on fait?
Personnellement, si tu me demandes mon avis, c'est extraordinaire, ça. Si tu me demandes mon avis, je suis pour une 6e République. Oui. On remet tout à plat. Que les députés ne soient pas. C'est ton côté gaucho, ça. Non, c'est pas gaucho. non, moi même si j'ai des valeurs de gauche, ça me dérange pas. Mais aujourd'hui, je considère que nos députés ne doivent pas avoir autant de salaire, que nos sénateurs qui glandent rien, excuse-moi du terme, mais qui ne glandent rien et qui ne servent à rien, aujourd'hui qui touchent 7000 balles par mois, je considère que c'est méprisant envers le peuple. Vous savez qu'ils touchaient 8000 euros de prime de Noël jusqu'en 2014, jusqu'à ce que Rotaillot arrive. Hein. Bah voilà, tu vois, on en apprend tous les jours. Des primes de Noël, c'est pire qu'un 13e mois, ça. Et aujourd'hui, on demande aux Français de faire des efforts. Qui commencent par eux-mêmes déjà. Quand tu vois Macron qui a changé complètement sa vaisselle à 500 000 euros... Bah, c'est pour faire plaisir à Brigitte, la sœur. Ouais, mais Brigitte, c'est le dernier de mes soucis. D'accord, on va tout de suite avec le zapping, avec les meilleurs moments de la télé, de la radio. Tiens, on écoutera dans le zapping dans un instant Blanquer qui nous annonce apparemment qu'une école clandestine a été fermée. Une école évidemment clandestine musulmane, évidemment. Il fallait bien le préciser. Il a fallu qu'on parle d'islam. C'est ce qui fait vendre. Islam et tout ce qui va avec, évidemment, fondamentaliste, etc. à Marseille. Et d'après lui, en plus, ce n'est pas la seule. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum avec cette question. Hein. Vous pouvez continuer évidemment de voter parce que le sondage reste en ligne sur France Maghreb 2, Facebook, sur Twitter. Le grand forum FM2 à propos de cette femme poignardée le 5 décembre dernier à Montauban. Eh bien, est-ce que le suspect doit-il être considéré comme cet acte, comme un acte terroriste? Vous répondez à cette question, bien sûr, sur Twitter. Le grand forum FM2 sur Facebook, France Maghreb 2 pour l'heure. Mesdames, messieurs, le zapping. Allô quoi. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. Par exemple, dans ce collège à Creil, 3 jeunes filles musulmanes. Elle n'est pas voilée parce qu'elle est libre. C'est ça la République. Aujourd'hui, on a des branleuses à 12 ans qui vous donnent des leçons. Il y a des nègres américains qui étaient pour l'esclavage. Elles sont l'étendard du pouvoir religieux. Va dormir pendant au moins 24 heures. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Les meilleurs moments qu'il ne fallait pas louper à la télé et à la radio. À chaque fois, il me perturbe ce jingle. Je sais pas pourquoi. Il est pas mal. Il est pas mal. Alors, ce matin, évidemment, il était aux alentours de 8h40. Vous savez, on se lève tranquillement, on prend son petit déj, on commence sa journée, on espère que ça va bien se passer. Et on met BFM TV, on voit Bourdin et on voit le ministre de l'Éducation nationale qui nous annonce quoi? La fermeture d'une école clandestine musulmane à Marseille. Il nous annonce aussi que ce n'est pas la seule et donc ce n'est pas la dernière. Est-il vrai qu'en ce moment, un établissement scolaire clandestin musulman est en cours de fermeture? Oui, c'est d'ailleurs conforme à ce que j'avais dit à votre micro il y a quelques semaines et que j'ai dit à plusieurs reprises, c'est-à-dire qu'on travaillait depuis que nous avons fait voter une loi en juillet qui nous donne les outils juridiques pour pouvoir fermer une école qui n'est pas dans les normes, et notamment celles qui sont reliées à l'islamisme fondamentaliste, en l'occurrence salafiste. Eh bien, elles seront fermées. C'est le cas d'une école de Marseille qui est fermée aujourd'hui même, dans le 14e arrondissement de Marseille, parce que tout simplement c'est une école clandestine qui ne correspond pas aux normes. Aujourd'hui, vous fermez une école à Marseille dans le 14e arrondissement parce qu'elle est clandestine et parce que elle promeut le communautarisme islamiste. Oui, c'est ça. Elle ne correspond pas aux règles que nous avons fixées depuis le mois de juillet dernier. Vous savez que nous nous sommes donné ce moyen juridique désormais lorsqu'une école peut poser un problème, notamment du point de vue de l'ordre public ou du point de vue du respect des règles de base de l'éducation nationale. Eh bien, nous nous sommes mis en situation de pouvoir la fermer. Ça nécessitait tout un travail. Là, en l'occurrence, c'est comme souvent les écoles clandestines, c'est un petit nombre, donc c'est une bonne vingtaine d'élèves, mais qui eux-mêmes étaient déclarés comme étant faisant l'objet d'une instruction à domicile. Donc il y a eu un mensonge sur ce qui leur arrivait. Oui. Et tous les matins, ils étaient accompagnés dans ce lieu qui ne ressemble pas à une école, qui est un groupe de salles. D'autres écoles clandestines seront fermées. Oui, bien sûr. Ces enfants seront rescolarisés dans des écoles publiques. Leurs familles seront reçues de façon à ce qu'il y ait une approche complète de ce qui se passe pour ces enfants. Nous ne voulons pas que des enfants se fassent endoctriner petits de cette façon-là. C'est un phénomène de société que nous avions commencé à observer depuis que nous sommes arrivés en responsabilité, et il fallait faire un travail juridique, nous l'avons fait, ensuite un travail d'enquête, il a été fait, maintenant, conformément à ce que j'avais annoncé, nous agissons, et donc c'est la première, ce n'est pas la dernière, puisque nous en avons, il y en aura quelques autres, heureusement le phénomène n'est pas non plus immense, il y a d'écoles clandestines, on arrive à en recenser quelques-unes, je ne donne pas le chiffre parce que précisément je veux être efficace. Alors vous voyez, il y a deux aspects dans cet extrait.
très intéressant, où quand même Blanquer a réussi en une phrase à mettre fondamentaliste, islamiste et salafiste. Mais moi, il y a quand même quelque chose qui me choque, quoi. C'est que des parents puissent mettre des gamins dans une école non déclarée, c'est très inquiétant quand même. Si tant est que ça existe, franchement, c'est absolument lamentable. Et alors là, pour le coup, Nasser, je sais pas si tu partages mon avis, mais école clandestine, ça n'a pas lieu d'être, quoi. Non, mais franchement, je commence à ne plus supporter ce genre de termes. Islamiste, fondamentaliste, et ça concerne que la communauté musulmane quand on parle de ces mots, quand on utilise ces termes. Donc voilà, à un moment donné, je préfère rester sans commentaire, c'est mieux. Bon, alors peut-être pour vous parler d'une autre affaire qui est là aussi passée inaperçue. Il dénonçait un contrôle d'identité discriminatoire lors d'une sortie scolaire. 3 lycéens avaient attaqué l'État en justice. Ils ont été déboutés de leur demande. Hier, en mars 2017, 3 lycéens, Lias, Mamadou et Zakaria, sont contrôlés en raison de leur seule apparence physique à la gare du Nord. Humiliés par ce contrôle, ils décident de déposer plainte. Donc aujourd'hui, le tribunal leur donne tort. Il estime que la discrimination ne peut être fondée. Pour leur avocat, Slim Benachour, c'est une décision scandaleuse. Écoutez. Oui, c'est une décision scandaleuse à plusieurs titres. D'abord, elle s'efforce de contourner les enjeux, c'est-à-dire le contrôle discriminatoire. On sait tous que le contrôle de routine vise toujours les mêmes, cible toujours les mêmes personnes. C'est pas simplement les statistiques du CNRS, c'est toute la sociologie, toute personne, je dirais tout citoyen qui se balade dans les rues en France, dans les centres-villes ou dans les quartiers, voit que c'est toujours les mêmes qu'on contrôle. Qu'ils aient quelque chose à se reprocher ou pas. Les statistiques montrent que dans pratiquement 95% des cas, les contrôles d'identité ne servent à rien. Voilà, c'est Slim Benachour. Donc Elias, Mamadou, Zakaria, en tout cas, et leur avocat, ont annoncé, Nasser, de continuer le combat et de faire appel maintenant de la décision du tribunal de grande instance de Paris. Voilà. Et puis tiens, un dernier petit truc dans le zapping rapidement, quand la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, et on peut le comprendre, tente essayer d'apporter des explications concernant les nouvelles modalités du SMIC avec l'augmentation de 100 €. En tout cas, d'expliquer aux téléspectateurs, aux nouveaux concernés, ça donne ça. Personnellement, j'ai essayé de comprendre, j'ai rien compris, mais peut-être que c'est de moi, hein. Alors essayez de comprendre. 100% des personnes qui n'ont que le SMIC comme revenu, ils auront bien 100 € en plus. Et même, on va beaucoup plus loin que le SMIC, et ça c'est nouveau, puisque tous ceux qui n'ont que leur salaire comme revenu, là je parle d'une personne seule, jusqu'à 1550 € de revenus, ils auront plus 100 €. J'ai rien compris, voilà. Excusez-moi, hein, mais j'ai absolument rien compris. Donc les explications de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Bon, il faut qu'on revoie sa copie. En même temps, il y a une semaine, on disait on garde le cap, et puis là on change tout. Donc au bout d'un moment, voilà, faut que les gens derrière les administrations fassent bien les notes, quoi. C'est important pour que le travail d'explication apparaisse bien clair. Bon. Ceci est terminé pour ce soir en tout cas. On sera nous de retour demain à partir de 16h avec un beau trio. Tiens, Nadir Kaya, Abdeslam Itache et Faiza Ben Mohamed qui seront avec nous demain entre 16h et 18h. Mon petit Nasser, merci beaucoup. Merci à toi Christophe, merci aux auditeurs et auditrices. Open bar le 24, hein. Je te tiens au jus, mais je pense que je serai présent. Le 24, c'est open bar, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est la dernière de l'année, donc on va se faire plaisir, voilà. Donc soyez là, merci à tous, bonne soirée, restez à l'écoute de votre radio France Maghreb 2, et à demain, 16h. Il est 18h01, merci d'écouter France Maghreb 2 en ce mardi soir. Le rappel de l'actualité de ce mardi, avec Marine Garel pour le Flash. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. Des ronds-points évacués en Bretagne, en Normandie ou encore en Bourgogne. Les sites occupés depuis des semaines par les gilets jaunes se vident petit à petit. Dans les Côtes-d'Armor, par exemple, gendarmes et policiers ont procédé à 3 évacuations. Un peu partout où ils sont encore mobilisés, les gilets jaunes reçoivent l'ordre de quitter cabanes en bois et autres campements de fortune construits ces dernières semaines. Après l'incendie de la barrière de péage de Bandol dans le Var près de Toulon sur l'A50 hier soir, 17 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Parmi elles, 9 étaient déjà connues des autorités judiciaires. Le préfet du Var a également précisé que les autres personnes interpellées étaient dans le groupe des Gilets jaunes et porteuses de Gilets jaunes. La sûreté départementale est chargée de l'enquête. Benjamin Griveaux juge les régularisations de Vinci Autoroute incongrues. Le porte-parole du gouvernement s'étonne de cette décision de Vinci Autoroute d'envoyer une facture à tous les automobilistes qui ont passé les péages sans payer lors des manifestations des Gilets jaunes.
Ma conviction, c'est qu'il faut être bien sourd à ce que les Français nous ont dit depuis des semaines pour procéder ainsi, affirme Benjamin Griveaux. Une enquête a été ouverte sur les chants antisémites entonnés par les supporters de Chelsea mi-décembre lors d'un match de Ligue Europa contre les Hongrois de Vidii. L'UEFA annonce que les résultats de l'enquête seront rendus d'ici mi-janvier. Le Centre des Monuments Nationaux franchira cette semaine, et pour la première fois de son histoire, la barre symbolique des 10 millions de visiteurs. L'organisme représente un réseau de 100 monuments déployés sur toute la France. L'héritage de Johnny Hallyday et la justice gèlent une partie des revenus tirés des ventes d'albums du chanteur. Le tribunal a estimé que seule la part de Laura Smith et David Hallyday devait être gelée, pas celle de Jade et Joy, les deux filles adoptées par Johnny et Laetitia Hallyday, qui vivent avec leur mère. Laura Smith et David Hallyday contestent le dernier testament connu de leur père. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.